franceinter.com. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com. Bonsoir. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour arrêter de fumer ou quand vous vous êtes fait plaquer ? Ces questions sont moins incongrues qu'il n'y paraît. Après tout, pourquoi donc les psys n'auraient-ils pas, eux aussi, des problèmes avec leurs compagnes ou leurs ados, de spleen à l'approche de la cinquantaine, voire un comportement de goujat au volant, on a tous vu ça. Bref, comment font-ils eux-mêmes, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, pour, disons, se soigner, en tout cas vaincre leur stress ou faire face à l'inévitable décès de vieux parents, comme l'explique le docteur Christophe André, qui a dirigé Secret de psy au pluriel, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. J'ai remarqué que mes patients manifestent un grand intérêt à chaque fois que je leur donne un exemple personnel. Si je leur confie la boule au ventre du dimanche soir, eh bien cela les rassure, les motive, les inspire par rapport à leur propre expérience, d'où l'idée de ce livre dont on va parler ce soir. J'ajoute que, paradoxalement, puisqu'on parle de psy, le psy, au sens générique du terme, est mis à peu près, on le sait bien, à toutes les sauces, mais reste quand même méconnu qu'il s'agisse des troubles eux-mêmes, parce que, par exemple, la dépression est une maladie à part entière, qui n'a rien à voir avec la petite déprime, les troubles du comportement, l'anxiété ou le stress. Même chose pour les professionnels. Les psychiatres sont des médecins, rappelons-le. Les psychologues sont titulaires d'un diplôme d'État. Les psychothérapeutes et les psychanalystes appartiennent à des écoles qui ont, disons, des références particulières. Même chose encore pour les pratiques, psychanalyse ou psychothérapie, aux protocoles différents, ou encore les médicaments, rien à voir dans toute la gamme des psychotropes entre les nombreux antidépresseurs, les somnifères, les hypnotiques, les anxiolytiques ou les neuroleptiques. En direct avec nous ce soir, c'est Mise au point faite, et en partenariat avec nos amis du Nouvel Observateur, 3 des médecins ou psychologues qui ont participé à ces secrets de psy dirigés par le docteur André. 3 des auteurs, donc Jean-Louis Monestès, psychologue clinicien et psychothérapeute, le docteur Bruno Koetz, médecin-thérapeute comportementaliste, le docteur Gérard Macron, médecin psychiatre. Je n'oublie pas bien sûr Sylvain Courage, rédacteur en chef des dossiers du Nouvel Obs, et Hélène Cardin de France Inter. Le téléphone sonne. Anne, vous êtes à Nantes, bonsoir, bienvenue, on vous écoute attentivement. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de prendre mon appel. Je voulais savoir s'il existait un outil qui permettait aux soignants de mesurer la douleur mentale, la douleur morale, la douleur psychique ou la douleur psychiatrique carrément, qui pour moi est la traduction d'un mal à sa vie, quoi. De la même façon qu'il existe une échelle pour évaluer la douleur physique. C'est vrai qu'on a eu des migraineux il y a quelque temps avec Hélène Cardin qui disait, on m'a demandé d'évaluer de 1 à 10 ces douleurs qui arrivent parfois. Est-ce que vous avez la même chose, par exemple, docteur Macron, pour les souffrances psychiques, mentales, morales, comme on voudra ? Oui, bien sûr. Donc déjà, il faut définir ce qu'on appelle par souffrance psychique. La souffrance psychique, en fait, survient dans différents moments de la vie d'un individu et ne se résume pas à un trouble psychiatrique et souvent fait référence à des événements de vie que l'individu a du mal à gérer, donc à un problème d'adaptation. Cette souffrance n'est pas définitive, mais à un moment donné, une personne donnée, X ou Y, peut présenter un état de souffrance, de mal-être, sans pour autant donc une maladie psychiatrique. Donc il faut bien distinguer les deux et bien repérer que c'est temporaire. Maintenant, il y a des personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui ont donc une souffrance psychique. Et pour beaucoup de troubles psychiatriques, on a des échelles de référence. Pour la dépression, il y a des échelles pour effectivement voir le degré de dépression. Pour la phobie sociale, l'anxiété sociale, il y a des échelles. Pour l'attaque de panique, il y a des échelles. Donc, en fait, c'est en fonction de chaque pathologie, on a des échelles définies qui permettent justement de suivre l'évolution du patient en fonction de quand on a un médicament, par exemple. Et ensuite, il y a aussi une échelle, je crois, qui existe sur la qualité de vie globale pour essayer de voir comment la personne
se représente globalement sa vie et est-ce qu'elle est dans un état de bien-être ou pas, qui est beaucoup plus global. Donc ça existe. Ce qui est frappant dans tous les appels qui arrivent ce soir, là, vous voyez sur la table du studio des fiches partout, c'est la diversité des maux dont souffrent les uns et les autres, mais en tout état de cause, même si les gravités sont différentes, c'est toujours ressenti véritablement comme une douleur. Je n'invente rien. Stéphane de Malaucène, il nous a laissé un téléphone, on l'a eu avant de commencer l'émission, mais vraiment, ça ne passait pas. Alors, je vais me faire son interprète. La timidité est un vrai handicap. Je la vis au quotidien. Dès que je suis au contact de personnes qui ne font pas partie de mon cercle proche, je bafouille, j'ai du mal à formuler une idée. Et alors, tenez-vous bien, ça va plus loin. J'ai la gorge nouée, je tremble, impossible de... Ça peut faire sourire, mais impossible de manger un potage avec une cuillère, surtout si on me regarde. Prendre un café nécessite l'emploi de mes 2 mains pour saisir la tasse. Le pire, ce sont les moments où je dois parler en public. J'ai du mal à respirer, j'ai du mal à placer ma voix, je tremble. Alors, on a beau lui avoir dit, mais écoutez, au téléphone, vous ne serez pas en public. Non, ça n'a pas passé, mais merci quand même de nous avoir appelés pour envoyer ce courriel. Stéphane, qui peut répondre sur peut-être le docteur Bruno Koeltz sur cette timidité qui empoisonne littéralement la vie des gens? Alors, c'était effectivement... un trouble qu'on voit, en tout cas, très fréquemment et peut-être de plus en plus fréquemment dans nos cabinets, parce que, je dirais là pour le coup, Internet, la possibilité de se documenter sur ces troubles ont permis à des patients de mettre un nom ou se sortir de leur isolement. Parce que justement, quand on est timide, la première chose, c'est que on est dans l'isolement, on cache et on cherche à dissimuler. Et donc, ce que vous mentionniez, les tremblements, la gorge nouée, on peut pas imaginer toutes les ruses que peuvent déployer des patients qui ont par exemple peur de trembler. Prendre un café, ils prendront toujours un expresso bien tassé pour pas que ça déborde de la tasse. Donc ça déployait énormément d'énergie pour faire face, pour dissimuler, peut devenir une souffrance, même si cela peut sembler des choses anecdotiques, comme vous le disiez. J'ai également Martine, avec un Y, elle insiste, à Calais, ça fait partie sans doute du registre de la timidité. Comment prendre confiance en soi, ne pas en permanence se dévaloriser, accepter la contradiction, ne pas rougir à la moindre émotion un peu forte. Ce thème du rougissement revient très souvent. Sur la timidité, vous vouliez, Jean-Louis Monestès et ensuite le docteur Gérard Macqueron intervenir. Aller un peu dans le sens de ce que Bruno Koeltz venait de nous dire, c'est que les patients cherchent des ruses et très souvent, lorsqu'ils viennent nous rencontrer, c'est qu'ils sont un peu à bout d'imagination, je dirais presque. Mais ces ruses, elles cherchent aussi pour eux à masquer cette culpabilité que de souffrir de troubles psychologiques. Et je pense que l'enjeu de notre bouquin, c'est précisément celui-ci, c'est de pouvoir faire une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un coming out, mais c'est de pouvoir montrer que c'est finalement des choses qui sont vraiment, vraiment très répandues et que, de fait, cette culpabilité, on va essayer de la soulager parce que c'est une double peine, simplement. Qu'on peut faire face et en sortir. Sylvain Courage. Oui, dans le livre et dans les extraits qu'on sélectionne, le psychologue Stéphane Roy qui explique qu'il a été très timide. Donc, il souffre pas de la même anxiété sociale peut-être que les auditeurs qui ont témoigné là de leur souffrance, mais en expliquant lui comment il a vaincu sa timidité par des techniques, par la façon dont il a pu la regarder, dont il a pu l'analyser, dont il a pu réagir, il montre une voie. Donc c'est vrai que ce qui nous a frappé nous à l'Obs, c'est cette approche très pragmatique et très honnête de dire moi aussi je suis timide et voilà comment je... Il y a d'ailleurs sans doute beaucoup de moyens d'en sortir. Je lisais hier une interview de cette grande actrice Isabelle Carré qui expliquait que par timidité, pour guérir sa timidité, elle a fait de la scène et que c'est comme ça que, en tout cas sur scène et derrière les caméras, elle a certainement surmonté. beaucoup de voix thérapeutiques. Oui. Hélène Cardin. Alors justement, docteur Gérard Macqueron, vous avez écrit justement vous un livre avec Stéphane Roy dont on parlait tout à l'heure sur la timidité. Quelles sont ces fameuses techniques que vous proposez aux gens pour qu'ils sortent de cet isolement et de leurs problèmes graves? Quelles sont-elles ces fameuses techniques? Ce sont des techniques basées sur l'exposition, c'est-à-dire, comme on vient de le dire à l'instant, les gens qui souffrent de timidité, en fait, ont de véritables crises d'angoisse. En fait, c'est pas forcément la timidité d'ailleurs, c'est tout ce qu'on appelle la phobie sociale. Et les personnes présentent des troubles d'anxiété majeurs dans la rencontre avec l'autre. Chaque rencontre devient une épreuve insurmontable, donc ils imaginent des scénarios catastrophes, et donc ils vont essayer d'éviter ces situations auxquelles ils ont peur, en fait. Donc tout le but de la thérapie, c'est de travailler avec eux pour qu'ils commencent à affronter progressivement les situations qui les inquiètent,
et se rendre compte que finalement les signes, le rougissement, le tremblement, le bégaiement, ne va pas forcément s'associer à un jugement négatif, à les conséquences négatives. Et progressivement, ils vont commencer à aborder de plus en plus des situations sociales qui sont difficiles pour ensuite arriver à avoir une certaine capacité relationnelle. Est-ce que ces techniques, c'est ce qu'on appelle dans votre jargon les fameux TCC, thérapie cognitive comportementale? Les thérapies comportementales et cognitives sont basées là-dessus et vont apporter énormément dans les troubles anxieux, dans l'anxiété sociale, l'attaque de panique, l'agoraphobie, des choses comme ça. Gaël à Montpellier, victime d'attaques de panique suite à du surmenage professionnel. J'ai pu vaincre ce mal grâce à une thérapie cognitive comportementale avec un psychiatre et un groupe de travail sur l'affirmation de soi. J'ai aussi beaucoup de messages qui, alors eux, insistent sur les bienfaits, quand ça marche, de la psychanalyse. À ce propos-là, question d'information peut-être pour notre ami Sylvain Courage. Francine à Paris, parlez-vous de la psychanalyse dans le dossier de Lot? Je crois que oui, puisqu'il y a même un papier intitulé « L'irremplaçable psychanalyse » par un grand bonhomme. Je crois que ça a été Daniel un élève de Lacan et de Lagache. Qui a même présidé l'Institut, la grande association internationale de psychanalyse, et qui est ouvert à toutes les thérapies, et qui s'intéresse aussi aux thérapies cognitives et comportementales, et qui nous explique en fait, il y a quand même une racine commune dans toutes ces approches, et on peut citer Freud, qui disait « Rentre en toi-même, dans tes profondeurs, et apprends d'abord à te connaître, alors tu comprendras pourquoi tu dois devenir malade, et tu éviteras peut-être de le devenir. » Donc c'est Sigmund Freud lui-même qui l'a dit, donc il y a quelque chose, il y a un terrain commun là, entre... Tous les psychanalystes ne sont pas aussi ouverts. Pas tous. Pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. À propos de racines communes, une question, parce qu'elle revient très souvent, alors autant dire les choses. Philippe à Châteauroux, y a-t-il une différence de fond ou de nature entre les psychothérapies et puis ce qu'on appelle l'analyse ou la psychanalyse? Peut-être Jean-Louis Monestès peut-il nous aider? Encore une fois, il y a des écoles, il y a des protocoles, etc. Mais globalement... Combien de semaines d'antenne me laissez-vous pour répondre à cette question? Non, je vais essayer de synthétiser. Je dirais que peut-être la différence, alors vous disiez tout à l'heure que Freud nous disait faut retourner en soi-même, certes, mais la question c'est pour y faire quoi? Et je pense que peut-être la différence qu'on pourrait trouver entre psychanalyse et psychothérapie comportementale et cognitive, c'est que du côté des TCC, ce qu'on va y faire, c'est une reconnaissance des processus. Et j'ai le sentiment, même si je ne suis pas spécialiste en la matière, que du côté de la psychanalyse, on va plutôt essayer de voir ce qu'il y a dans le contenu réellement des pensées. Je pense que la différence pourrait peut-être se poser de cette façon. J'ai d'ailleurs des gens beaucoup de personnes qui appellent en disant qu'elles ont expérimenté, si je puis dire, plusieurs éléments de cette panoplie qu'on évoquait avec Sylvain Courage et Hélène Cardin. Par exemple, et ensuite on prendra un appel, Anita à Orange, je voudrais témoigner auprès de personnes souffrant de dépression et d'anxiété. Il est possible de s'en sortir. Ça a été difficile pendant quelques années. J'ai eu recours aux antidépresseurs et même anxiolytiques, béquilles mais très utiles. L'aide principale est ensuite venue d'une psychothérapie et psychanalyse qui m'a permis de régler beaucoup de problèmes venant de l'enfance. Voilà. Retour au standard comme promis. Véronique, vous êtes à Vierzon, c'est cela. Bonsoir Véronique. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. On vous écoute, allez-y. Oui, je parle, allô? Oui, vous parlez et nous vous entendons, c'est formidable. Donc, ça s'appelle la radio. Je souffre de dépression saisonnière depuis longtemps. Dépression saisonnière, qui arrive donc avec la fin de l'automne, avec l'hiver. Voilà, oui. Et les symptômes s'aggravent tous les ans. Oui. Et cela devient de plus en plus invalidant, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait des remèdes. On a parlé de luminothérapie, je voudrais savoir si c'est efficace et où est-ce qu'on peut le pratiquer. Alors, docteur Macron. Oui, écoutez, effectivement, ça existe, la dépression saisonnière. Ça concerne essentiellement les femmes, je crois, dans 75% des cas. Donc, c'est un ralentissement, surtout psychomoteur, qui apparaît à partir de l'automne et qui augmente au fur et à mesure que les journées diminuent, avec un ralentissement, une hypersomnie, la personne doit dormir plus. En plus, la personne a tendance à vouloir manger plus d'hydrates de carbone, notamment donc des féculents, pommes de terre, riz, pâtes. Et il y a aussi une prise de poids qui, en général, font que ces femmes prennent en général un tour de taille ou deux en hiver et le perdent quand le printemps arrive. À force d'être ralenti, il y a un vécu dépressif qui se met en place parce qu'il y a une distorsion du temps et une incapacité à suivre un petit peu les autres. Mais souvent, la dépression est secondaire, arrive un peu plus tardivement et notamment, elle arrive parfois plutôt en janvier-février. Alors, la luminothérapie est efficace, le diagnostic est bon. Les lampes, vous les achetez chez Darty, il y en a, dans les grands magasins, chez Nature et Découverte. Sont bien parce qu'il y en a plein Internet. Il faut que la lampe ait au moins 10 000 lux
Non. 10 000 lux à 50 cm. Voilà, 10 000 lux de puissance. Et on doit rester, je crois, c'est 20 minutes à 20 cm, je crois. Non, c'est ça, 20 minutes à 20 cm. Hein. Et donc, à partir du moment où vous avez ces garanties-là, la lampe marche et est efficace. Voilà. Ce qu'il faut, évidemment, ça paraît un peu idiot, mais ce qu'il faut et qui est important, c'est de pouvoir absolument avoir les yeux ouverts, parce que j'ai vu, moi, par moment, des personnes qui allaient faire la luminothérapie en fermant les yeux, ce qui ne sert à rien du tout, évidemment, puisque c'est l'action. Il y a beaucoup de bruit sur la radio, quelqu'un est violent. Là, oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens en dehors du studio qui sont en train de se promener. On va essayer de continuer l'antenne quand même. Ils sont pas du bon côté là. Alors nous, ça va, côté micro. On va essayer de prendre Luc à Strasbourg. Sinon, je me ferai son interprète. J'essaie de lire parce qu'ils montrent des. Ils n'ont même pas compris qu'il vaudrait mieux les montrer vers nous. Peu importe. Êtes-vous là, Luc, à Strasbourg? Luc? Oui. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bienvenue. Alors je lis halte. À la banalisation de l'antisémitisme. Ah voilà, banalisation de l'antisémitisme. Comme ce sont des lettres jaunes, on ne voit pas. Voilà. Luc, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonjour, oui. Alors moi je voulais, c'est peut-être pas un peu parce que ce qui s'est dit juste avant sur des pathologies un peu plus ou moins graves. Moi je disais que pour éliminer tous les problèmes de stress, de déprime, il suffit d'éliminer les causes déjà. Oui. Vous parlez pas des causes, chômage, boulot mal payé, charge de travail trop importante, lieu de vie moche, bruyant, pollué, désert. Autrement, le reste, c'est des vieux pieux. Si on ne s'attaque pas vraiment aux causes, qui sont vraiment à peu près 90% des problèmes psy qu'on peut avoir, vous pourrez peupler les villes d'armées de psy, mais de toute façon, ils continueront, eux, à bien se porter, mais ils resteront impuissants, quoi. Voilà. Sur les causes, sur le fait que cette vie-là n'est pas toujours facile, peut-être Jean-Louis Monestès? Oui, alors, évidemment, je pense que Luc a raison, et je pense qu'autour de cette table, tout le monde sera d'accord pour mettre ça en avant. Après, bien, nous, on est obligés de faire uniquement notre travail, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de moyens de lutter contre ces causes. Mais je vais essayer de continuer à garder mon sérieux. Oui, il y a un photographe qui est rentré. Je vous dis tout parce que quand même c'est intéressant. On est à la radio, il y a des gens de l'autre côté de la vitre qui sont venus manifester et là je vois quelqu'un arriver, je me dis ça y est, il va vouloir prendre l'antenne. Pas du tout. C'est un photographe qui veut prendre une photo des gens qui veulent manifester. Mais enfin bon, ça fait partie aussi de l'actualité et de la radio. Poursuivez, je vous en prie, oui, Jean-Louis Monestès. Ce que je voulais dire, c'est que on peut avoir deux personnes qui vivent un événement identique ou qui vivent dans des conditions difficiles, identiques, et qui pourtant ne réagiront pas forcément de la même façon à ces conditions, parce qu'il y a des facteurs personnels, et puis parce que les événements de vie que nous pouvons avoir, les conditions dans lesquelles nous vivons, déclenchent en nous un certain nombre d'émotions, et c'est la réaction que nous allons avoir à ces émotions qui va être prépondérante sur le développement ou non d'un trouble. Hélène Cardin. Est-ce que vous avez de plus en plus de patients qui vous parlent des problèmes du travail et du harcèlement moral ? Dr Kurtz. Oui, effectivement, je pense que on a un nombre de plus en plus important de patients qui abordent ce sujet. Alors, est-ce que c'est parce que la fréquence de ces troubles augmente ou parce qu'ils sont mieux connus, mieux perçus et que les personnes savent qu'elles peuvent chercher des ressources chez un psychothérapeute? Et comment justement vous pouvez les aider, vous, les psychothérapeutes? Déjà en essayant de comprendre avec eux comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés. Alors c'est vrai que certains patients vous parlent de harcèlement en disant voilà, j'arrive, je suis fait victime de harcèlement, et quand on examine avec eux ce qui se passe, il ne s'agit pas nécessairement déjà de harcèlement. Ensuite, il s'agit de voir comment ça fonctionne et d'essayer de trouver avec eux quels sont les outils qui peuvent les aider à faire face à ces situations qui sont difficiles, comme disait Jean-Louis Monestès. Comment faire face à un environnement parfois tendu, difficile. Docteur Macqueron. Voilà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Bruno, et ce que tu as dit tout à l'heure toi aussi, je pense effectivement ce qu'il faut bien repérer, c'est que quand un trouble psychique apparaît, c'est que nos capacités d'adaptation ne sont pas bonnes en fait. Donc c'est pas forcément l'événement en tant que tel, c'est l'individu face à cet événement-là. Donc il y a une subjectivité. Quand on dit les faits sont là, c'est faux, on va interpréter ces faits. Et tout le travail de la thérapie, du thérapeute, c'est finalement de montrer, d'essayer de trouver avec le patient des ressources pour faire face en fait, de développer de nouvelles stratégies pour pouvoir finalement dépasser la situation. Dans le cas du harcèlement, effectivement, parfois il y a des personnes qui sont un petit peu sensitives et qui finalement vont interpréter à tort une remarque un peu, on va dire, un peu agressive du patron, qui en fait est un anxieux. C'est parce qu'il va pas forcément l'agresser
agressé. Voyez. Ça, vous pouvez expliquer ça. On peut en discuter avec le patient. Parfois la personne aussi va avoir une contre-attitude qui fait que la réaction face à une remarque qu'on va lui faire va susciter chez l'autre un comportement agressif. Voyez. Parfois, effectivement, il y a réellement un abus de pouvoir. Et donc, la solution, c'est d'accepter de quitter ce travail, par exemple, ou d'aller porter plainte. Et la personne n'ose pas. Donc, on va essayer de l'accompagner par rapport à ça. Enfin, les stratégies, il y en a de multiples. Oui, Sylvain Courage, ce qu'on voit dans les situations de stress au travail, c'est souvent une destruction de l'estime de soi, en fait. C'est ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à reprendre pied en eux-mêmes et à savoir vraiment interpréter l'environnement du travail. Effectivement, quand il devient intolérable, de bouger. Hein. C'est bien décrit par Dominique Servant dans le bouquin et il donne des conseils très pratiques et très précis sur ce qu'est. Avant le prochain appel, en écho à ce que disait Luc de Strasbourg sur les causes réelles, pratiques, matérielles de certaines détresses psychiques, morales, message de Maxime à Aubagne: ce n'était sans doute pas facile pour nos grands-parents, mais nous vivons nous aussi sous d'autres formes dans un monde très dur. On ne travaille plus certes le dimanche ou 15 heures par jour, au contraire, on jongle avec les petits boulots, le stress de la précarité, la perte de confiance en soi, l'humiliation de devoir à 28 ans demander de l'aide à ses parents, l'angoisse de la fin du mois. Alors on prend des médocs, on sait que ce sont des béquilles, mais on fait avec, et c'est facile d'en rire quand on a un vrai boulot, un bon salaire, un vrai logement et une famille. J'ai plusieurs appels en ce sens. Et puis vous évoquiez l'agressivité. Alors là, j'ai une question, enfin un exemple. Cédric, en Haute-Garonne: je ne me considère pas comme un grand malade, peut-être même pas comme un malade, et pourtant ma vie, je vous l'assure, est gâchée par des réactions que mon entourage ne supporte pas. Agressivité, jalousie, moments de grande tristesse, de la timidité aussi. Ça pourrit l'existence, surtout qu'on vous le reproche en permanence. Faut-il ranger ça dans une personnalité difficile? Ok, j'assume. Ou bien est-ce que ça se soigne, docteur? Je pose la question avec beaucoup d'humour. Ça se soigne? On peut envisager que ça se surmonte, disons, docteur Bruno Keutz? Je crois que la question principale, c'est peut-être pas nécessairement est-ce que c'est un problème de la personnalité ou est-ce que c'est une maladie. C'est une souffrance dont fait état cette personne et d'après ce qu'elle dit, elle demande à être aidée. Et je crois que c'est la première chose à entendre, c'est entendre la souffrance et essayer de comprendre cette souffrance pour apporter l'aide et que peut attendre cette personne. Guylaine, bonsoir, vous êtes à Champigny-sur-Marne. Bienvenue au téléphone sonne. Bonsoir, merci de prendre Mais je vous en prie. Moi, je voulais apporter un témoignage. Pendant plusieurs années, j'ai vécu une situation très difficile au niveau professionnel. Je me sentais, j'estimais que j'avais été déclassée. Je me sentais méprisée, exploitée par ma hiérarchie. J'ai fait une dépression avec rechute. Et pendant cette période-là, je ne m'occupais plus de moi, alors que j'avais l'habitude de faire du yoga, de la méditation, tout ça. J'ai fait des insomnies sévères. Et ce qui m'a sauvée, c'est... j'ai eu bien sûr des médicaments pendant les dépressions, mais c'est de me mettre dans les mains d'un thérapeute. Me mettre dans les mains d'un thérapeute m'a aidé à reprendre confiance en moi, à m'occuper de moi, c'est-à-dire revenir au yoga, revenir à la méditation, et surtout de comprendre la situation que je vivais, en quoi il y avait des choses qui sont rattachées à mon histoire personnelle, étant donné que je suis jumelle, ainsi de suite. Ça m'a permis de faire ces liens-là. Ça m'a permis aussi d'évacuer des situations que j'avais vécues, la mort de mes parents, la mort de mon frère, et que je n'avais pas travaillé dessus. Ce que je voulais dire aux personnes qui souffrent comme ça, on a notre part un peu de responsabilité, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître choquant. Par rapport à notre histoire, il y a des choses qui se mettent en place dans le milieu professionnel, et lorsqu'on arrive à saisir ça, on arrive... moi, en saisissant cela, j'ai réussi à prendre la distance nécessaire pour, moi j'ai envie de dire, accepter ce qui se passait et trouver les voies pour me sortir de la situation. Merci Guylaine, on entend en fond sonore quelque chose autour d'Israël, je n'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif, enfin bon, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous vouliez réagir par rapport aussi à votre enquête, Sylvain Courage? Oui, c'est un cheminement, c'était très bien exprimé, hein. Les médicaments, c'est évidemment une solution pour s'apaiser, pour pouvoir envisager une thérapie, mais évidemment la thérapie a une grande supériorité dans le type de souffrance qui a été décrite, c'est qu'elle permet de
de comprendre ce qui nous arrive et donc de le maîtriser et de vraiment se reprendre. Et ça, c'était un très bon témoignage pour ce soir. En tout cas, il semble que parfois les TCC, ça marche parce que là, les gens qui voulaient entrer dans le studio sont partis. Enfin, c'est peut-être pas directement lié, mais enfin bon. Non, mais il faut être rationnel, calme. Docteur Coeutz, vous vouliez intervenir? Oui, je rebondissais parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de médicaments et thérapie, et peut-être citer en anecdote une image que j'utilise fréquemment avec mes patients, et je leur dis, finalement, vous êtes en mer, il y a quelqu'un qui tombe à la mer, qui sait pas nager, vous n'allez pas lui dire, il faut apprendre à nager, vous lui jetez une bouée, et puis une fois qu'il a pris une bouée, vous n'êtes peut-être pas tout fait. C'est peut-être là le moment de lui apprendre à nager pour pas que ça se reproduise. Et je crois que c'est un petit peu le schéma dans lequel on est entre les médicaments et la thérapie. Hélène Cardin. Alors dans ces témoignages, les secrets de psy, là, dans ce livre que Alain Bédoué vient de vous présenter, vous êtes plusieurs psys à avoir recours à la méditation. À quoi ça sert la méditation? Dans quel cas on médite? Jean-Louis Monestès, peut-être? Oui, alors on a pas mal de travaux expérimentaux qui nous montrent depuis à peu près une dizaine d'années l'intérêt de la méditation. Alors pour être très franc, moi, avant de voir passer ces articles, je savais pas trop ce que c'était. Et puis quand on me parlait de méditation, je me disais, j'avais pas envie de m'asseoir sur un coussin pendant des heures à regarder quoi d'ailleurs, c'est trop rien. La méditation, ça n'est pas justement une introspection réflexive. C'est pas une analyse de ce qui se passe en moi. Je parlais tout à l'heure des processus, c'est surtout une observation pour repérer finalement les automatismes psychologiques qu'on a en nous pour pouvoir un petit peu mieux les déjouer quand ils nous posent souci. Donc c'est effectivement une méthode qui est proposée de plus en plus aux patients. Elle se couple avec d'autres méthodes. C'est pas une méthode unique, c'est pas quelque chose de magique, mais ce sont des pratiques qui sont de plus en plus répandues effectivement. Catherine, bonsoir, à Nogent, je crois. Bienvenue au téléphone sonne. Bonsoir. On vous écoute. Alors moi je voulais parler de mon fils qui est adolescent et qui vit aussi des moments de stress. Et c'était un excellent élève donc en élémentaire. C'était un plaisir pour lui d'aller à l'école. Et depuis qu'il est au collège, c'est plutôt catastrophique. Enfin c'est l'angoisse. Donc il se déclenche des maladies très souvent. Il est très souvent absent, angine, maux de ventre, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que moi je suis enseignante en élémentaire. Oui. Et je trouve qu'il y a des structures qui sont mises en place pour aider les enfants qui sont en difficulté, et par exemple le RASED ou les psychologues scolaires. Et je trouve qu'en collège, il n'y a pas cela. Et pour des enfants qui traversent l'adolescence, je trouve que ce serait très très important qu'il y ait ça. Je voulais aussi signaler qu'on remet en cause le RASED et les Tout à fait. Scolaires. On y a consacré une émission il y a quelques mois. Ce sont des enseignants spécialisés qui sont censés précisément venir en aide à ces enfants, ces élèves les plus en difficulté, et ils sont de moins en moins nombreux. Peut-être le docteur Gérard Macron pour vous répondre, oui, Catherine. Oui, écoutez, a priori, il n'y a peut-être pas trop de structures pour les adolescents. Il existe quand même des CMPP ou des centres médicaux de pédopsychiatrie préférés, où on suit les adolescents. Il y a aussi des pédopsychiatres, et je pense qu'un adolescent qui est en difficulté, qui se met en rupture scolaire, comme c'est le cas dans votre cas, vous précisez, puisqu'en fait il utilise la maladie pour ne pas aller à l'école, ça mérite en fait qu'il y ait un diagnostic qui soit posé pour savoir est-ce que c'est un problème d'anxiété, est-ce que c'est un problème lié à l'adolescence et au fait que son corps change de l'angoisse, est-ce que c'est parce que c'est un problème qu'il a d'estime de soi, enfin peu importe, ou autre chose, des éléments délirants qui à bas bruit évoluent, parce que c'est aussi à cet âge-là que ça commence. Donc je pense que ça mérite qu'il ait quand même un diagnostic auprès d'un pédopsychiatre pour qu'il y ait une aide, et parfois d'ailleurs 2-3 consultations suffisent pour que les choses rentrent dans l'ordre, mais au moins on a eu un avis spécialisé. Hélène Cardin. Oui, mais vous avez l'air de dire que c'est très simple tout ça. Tout d'un coup, vous nous dites, oui, il suffit d'aller voir le pédopsychiatre. C'est au moins 6 mois d'attente pour aller voir un pédopsychiatre. Alors, les psychologues peuvent aider plus, mais pour eux aussi, il y a beaucoup d'attentes. Les tentatives de suicide, on se dit, surtout ne laissez pas un enfant ou un adolescent qui risque de faire une tentative de suicide. Il faut tout de suite aller voir un psy, sauf qu'on ne peut pas les voir. Est-ce que ça va durer longtemps ? Écoutez, ça, je ne sais pas si on peut répondre à ça. Ça dépend pas de nous, en fait. Ça dépend des pouvoirs publics. Bon, en même temps, moi, j'ai bossé aux urgences pendant 3 ans quand j'étais à la clinique, et donc j'ai vu des personnes qui faisaient des tentatives de suicide régulièrement, et on les recevait tous les jours. Et il y a systématiquement maintenant, quand une personne fait une tentative de suicide, elle passe aux urgences et elle est vue par un psychiatre.
Donc il y a quand même un diagnostic qui est posé, il y a une prise en charge qui est proposée. Donc il faut déjà, ce qui est important, quand un adolescent ou même un adulte, peu importe, fait un geste suicidaire, même s'il le banalise parce que finalement ça en est sorti, on l'amène quand même à l'hôpital, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient nous échapper et avec une aggravation ultérieure. Et deuxièmement, pour qu'un psychiatre puisse discuter et effectivement vérifier si les choses étaient juste un appel au secours et peuvent rentrer dans l'ordre comme ça avec un rendez-vous à distance, ou bien est-ce qu'il faut tout de suite mettre une prise en charge beaucoup plus globale ou beaucoup plus rapide. Jean-Louis Monestès, vous vouliez peut-être aussi répondre là-dessus. Il y a la question du délai, effectivement, mais il y a la question du coût également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients ou de familles, on parlait tout à l'heure des problèmes des adolescents, qui n'accèdent pas à la psychothérapie parce qu'elle peut être trop coûteuse, simplement. Alors, dans les centres médico-psychologiques qui dépendent des hôpitaux publics, je travaille, moi, dans un centre médico-psychologique, les consultations sont gratuites, mais là, pour le coup, les délais sont encore plus importants, d'une part. Et ensuite, il y a certains services, entre guillemets, qui ne sont pas forcément proposés dans ces centres médico-psychologiques. Et donc, ça, je pense, ça empêche beaucoup de patients de pouvoir consulter. Message de Jade à Saint-Étienne. Pitié, pas d'amalgame ni de sectarisme réducteur. Il n'y a pas la chimie d'un côté et les soins de l'âme de l'autre, avec entre les deux une sorte d'auto-dressage psychologique. Bref, grande dépressive, je m'en suis sorti à la fois par un traitement antidépresseur et une psychothérapie et même ensuite une psychanalyse, autrement dit des thérapeutiques complémentaires et qui, ajoute Jade, ont donné de bons résultats. Et puis Sandrine, dans la même logique, elle pose une question très claire, elle vient souvent ce soir. Alors les intervenants vont vous répondre, Sandrine, mais en dépassant leur chapelle respective, si je puis dire. Sandrine de Nîmes qui écrit: mais comment décide-t-on du type de traitement, soit des médicaments, soit un travail du registre des traitements comportementaux, c'est vrai, les fameux TCC dont on a parlé, soit encore la psychanalyse ou la psychothérapie. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer comment ça peut se passer en sachant qu'on a aussi soi-même la possibilité de préférer telle ou telle orientation. Jean-Louis Monestès, peut-être. Je pense que c'est le point le plus important. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est au patient de choisir. Alors vous me direz, bien évidemment, lorsqu'il vient nous rencontrer, il n'a pas les connaissances. Mais peut-être le message qu'on peut faire passer ce soir, c'est que les patients se doivent d'être exigeants et lors des premières rencontres avec leur thérapeute, futur peut-être, leur demander quel type de thérapie ils pratiquent, combien ils estiment de temps que ça va durer, combien ça va coûter, et voilà, qu'ils soient vraiment... moi, une des premières choses que je demande aux patients lorsque je les rencontre, c'est qu'attendez-vous de moi ? Voilà. Pour justement ne pas m'engager dans des attentes qui seraient trop importantes, auxquelles je ne pourrais pas répondre. Sylvain Courage, c'est vrai que le choix est très difficile et la démarche qui vient d'être indiquée est la bonne. Il faut faire un premier rendez-vous et puis essayer de formuler un peu ses attentes. Et à ce moment-là, on voit très vite si on sera plus enclin à suivre une thérapie comportementale ou si on a plutôt le désir d'approfondir ces états d'âme avec un psychanalyste. Et puis, dans certains cas d'urgence, je dirais qu'on est pris en charge médicalement. Là, ça se fait tout seul. Voilà. Elisabeth, vous êtes à Nice. Bonsoir, bienvenue, Elisabeth. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je voulais parler de la dépression et de la question que je me pose à son propos. Donc moi, j'ai eu une dépression assez sévère il y a à peu près une dizaine d'années. J'en suis sortie, mais le médecin qui me suit n'a jamais arrêté totalement mon traitement et j'ai aussi continué des séances de psychothérapie. Oui. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on guérit vraiment jamais de cette maladie, parce que c'en est une. Alors il se trouve par coïncidence que demain je vais à une conférence dont le titre est la récidive dépressive marque d'une maladie infinie. Et ben ma question c'est est-ce qu'on peut en sortir ou pas définitivement? Pardonnez-moi, j'accélère un peu tout simplement parce qu'il nous reste 5 minutes, qu'on ait le temps de vous répondre. Alors, est-ce que effectivement on peut dire un jour oui, j'ai souffert d'une dépression, vraie maladie, on l'a dit, mais je suis guéri, ou alors doit-on se dire c'est juste une rémission, disons. Docteur Gérard Macqueron. Oui, je crois qu'il y a des personnes qui ont des épisodes dépressifs et qui en sortent définitivement, il n'y a aucun souci là-dessus.
avec un traitement antidépresseur, parce qu'en revanche, une dépression, ça se soigne avec un traitement antidépresseur qui est pris convenablement et le temps qu'il faut, c'est-à-dire minimum 6 mois, en général c'est 1 an. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand on a eu un épisode dépressif, plus un deuxième épisode dépressif, plus un troisième épisode dépressif, il y a plus de risque d'en faire d'autres, c'est vrai, et c'est là où les thérapies sont très importantes, parce qu'elles permettent justement de comprendre les processus psychiques qui vont faire qu'on va favoriser une rechute dépressive finalement. Et puis enfin, il y a des personnes qui ont une fragilité, qui ont ce qu'on appelle soit des dépressions unipolaires, soit des dépressions dans le cadre d'un trouble bipolaire. Et à ce moment-là, s'il y a un facteur génétique, je préférais, qui font que ces personnes-là ont tendance à faire des dépressions récurrentes, malgré la thérapie, malgré les médicaments. Et l'idée, c'est de prendre à ce moment-là ce qu'on appelle un régulateur de l'humeur, qui permet d'endiguer un peu ce phénomène-là. Des messages souvent impressionnants qui montrent bien l'étendue de ces difficultés qui gâchent la vie, encore une fois, des uns et des autres. Florent, à La Défense, je lis simplement « Je suis éteint, farouche, je me sens faible, de la faiblesse comme un défaut. J'ai horreur des conflits, je fais tout pour éviter les conflits. Quand on travaille et même qu'on est cadre dans une grande entreprise, vous devinez le calvaire, je ne sais pas comment en sortir. » Plusieurs internautes, auditeurs, auditrices parlent de cette... ils appellent ça comme ça, j'ai horreur des conflits, donc je fuis, je prends la tangente. Peut-être Dr Bruno Coetz ? Oui, alors encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans nos cabinets, donc le cas décrit n'est pas du tout une exception. L'idée, c'est de dédramatiser la notion de conflit et d'identifier avec la personne qu'est-ce qu'elle redoute dans le conflit et de lui donner à la fois les outils pour faire face au conflit et à la fois pour voir le conflit plutôt comme une occasion de résoudre un problème plutôt que comme C'est utile un conflit, finalement. Un conflit, bien sûr, ça apprendre l'utilité du conflit. Sylvain Courage, Bruno Coetz vient de poser la question que posent, je crois, beaucoup les comportementalistes, c'est-à-dire de quoi ai-je peur, finalement. Et quand on commence à répondre à cette question, on peut améliorer beaucoup son état. Il arrive qu'on ait peur, manifestement, de sa propre histoire. Ce sera la dernière question. Viviane à La Rochelle, on n'a pas le temps de la prendre en ligne. Histoire toute bête d'une enfant malheureuse, non pas martyr, simplement un peu repoussée parce qu'on préférait ma sœur. J'ai 35 ans, je traîne ça comme un boulet. Faire la paix avec soi-même et avec le passé, c'est vite dit. Pour moi, c'est insurmontable et dévastateur. Ça aussi, on le rencontre souvent, Gérard Monestès. Jean-Louis. Jean-Louis, pardon. Pas bien grave. Pardon. Je suis un peu obligé de répondre puisque j'ai écrit un bouquin sur le sujet, donc forcément. On le rencontre effectivement très très souvent. Et je pense que peut-être en guise de conclusion, c'est aussi parce qu'il y a une pression qui est mise sur chacun d'entre nous au niveau sociétal. C'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on soit très performants. Et bien, il y a des moments où on traîne des choses effectivement de notre vie. Et ça, on ne pourra pas s'en débarrasser. Eh bien, il va falloir quand même malgré tout aller de l'avant avec tout cela, même si, comme le dit l'auditrice, c'est pas toujours facile, mais on arrive à des résultats. Voilà, Secret de psy de votre confrère qui a dirigé l'opération Christophe André, édition Odile Jacob, et puis l'enquête du Nouvel Obs, les secrets des psys pour aller mieux. Il va être 20h sur France Inter. Demain soir, vendredi, vous retrouverez Pierre Veille et l'actualité internationale avec Partout ailleurs. Merci à tous, bonsoir. C'était Le Téléphone sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué.